Il y a 2 jours, le ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a annoncé, sans livrer plus de détails, que le colonel Assimi Goïta, le chef de la junte au pouvoir à Bamako, présiderait une cérémonie au cours de laquelle des aéronefs militaires seraient remis au chef d'état-major de l'armée de l'air malienne. Effectivement, ce 9 août, celui-ci a pris officiellement possession d'au moins 4 avions d'attaque légers L-39C Albatros, sur le tarmac de l'aéroport international de Bamako. A priori, un hélicoptère d'attaque Mi-35 supplémentaire a fait aussi partie du lot. À en juger par les photographies diffusées sur les réseaux sociaux, les L-39C arborent la même livrée que les appareils de ce type utilisés par les forces aérospatiales russes, les cocardes maliennes ayant simplement remplacé les marques russes peintes sur la dérive et les ailes de ces avions. Développé dans les années 1960 par l'avionneur tchèque Aero Vodochody, le L-39C est un avion d'entraînement pouvant être utilisé pour des missions d'attaque au sol. Disposant d'une autonomie de 1750 km avec des bidons de carburant externes, cet appareil a en effet la possibilité de mettre en œuvre de l'armement une nacelle, canon, bombe de 500 kg ou panier de roquettes grâce à 4 points d'emport extérieurs. Au total, les forces aériennes russes ont reçu plus de 2000 exemplaires du L-39C Albatros, et elles en maintiendraient encore une grosse centaine en service actuellement. Les modalités et les conditions dans lesquelles ces 4 avions ont cédé au Mali n'ont pas été précisées. En outre, ce transfert pose plusieurs questions. Comment ces appareils seront utilisés au regard de leur autonomie par rapport à l'immensité du territoire malien? Et comment se déroulera leur maintien en conditions opérationnelles MCO? En outre, on ignore si des pilotes maliens ont été formés pour en prendre les commandes. Et si tel est le cas, quand l'ont-ils été? Enfin, quel rôle a tenu la groupe paramilitaire privée russe Wagner dans cette affaire? Par le passé, la force aérienne malienne a possédé des avions de combat à réaction, dont des MiG-17, des MiG-21 et des Aero L-29 Delphin. Tous ces appareils, à de rares exceptions près, avaient été livrés par l'Union soviétique. Les L-39C qu'elle vient de recevoir rejoindre au moins 4 Embraer EMB 314 Tucano, dont un serait opérationnel, et un Cessna Caravan utilisé comme avion de reconnaissance. Jusqu'alors, ces capacités offensives reposaient essentiellement sur des hélicoptères d'attaque Mi-24/35 récemment livrés par la Russie. Par ailleurs, peu avant de quitter la tête du commandement militaire américain pour l'Afrique US AFRICOM, le général Stephen Townsend a indiqué que le conflit en U n'avait pas eu de conséquences sur la présence de Wagner au Mali. Le groupe paramilitaire russe semble s'intéresser toujours autant au Mali. En fait, il y a déployé de nouvelles capacités sophistiquées, comme des systèmes de défense aérienne que nous avons vus apparaître là-bas récemment, a en effet expliqué le général Townsend, lors d'une conférence de presse donnée le 26 juillet dernier. Sur ce point, en mars, les forces armées maliennes FAMA ont dit avoir reçu des radars mobiles 59N6 TE de la part de la Russie. Quoi qu'il en soit, la remise de ces L-39C Albatros a eu lieu 2 jours après une attaque qui, attribuée à l'État islamique au Grand Sahara EIGS, a fait 17 tués, de 22 blessés et de 9 disparus parmi les soldats maliens à Tessie, dans la zone dite des 3 frontières. Dans un communiqué, l'état-major malien explique que les assaillants ont bénéficié d'un « appui drone et artillerie ». Et d'ajouter, en s'aggardant de préciser ces accusations, les opérations clandestines et non coordonnées de survol enregistrées par les forces armées maliennes, hier, dimanche et aujourd'hui, confirment la thèse que les terroristes ont bénéficié d'un appui majeur et d'une expertise extérieure. En ne désignant pas clairement les responsables de ce soutien présumé, Bamako laisse courir la rumeur selon laquelle la France serait impliquée, alors que son retrait militaire du Mali est sur le point de s'achever. Les autorités maliennes doivent inverser la tendance quant aux violations des droits humains pour garantir leur crédibilité, affirme l'ONG Human Rights Watch qui dénonce mardi des détentions illégales, des restrictions de la liberté d'expression et des disparitions forcées. Les autorités maliennes doivent inverser cette tendance afin de garantir la crédibilité de la transition politique, a déclaré mardi Jeanne Henry, chercheuse à HRW, dans un communiqué recensant les récentes violations des droits humains au Mali. HRW dénonce les détentions et harcèlements de critiques présumés des autorités de transition dominées par les militaires après 2 coups d'État complémentaires, 2020-2021. Parmi ces critiques, souligne HRW, figure Étienne Fakaba Sissoko, un économiste arrêté en janvier après des propos prétendument subversifs, et Oumar Mariko, homme politique détenu près d'1 mois après avoir critiqué le Premier ministre Choguel Kokala Maïga et qui vit dans la clandestinité depuis avril. Philippe Bouar Sissoko et Mahamadou Camara, respectivement ancienne ministre et ancien directeur de cabinet du président, inculpés dans une affaire de corruption qui remonte à 2015, sont détenus depuis août et septembre 2021 sans procès, continue l'ONG.
Cette répression des médias et les détentions de critiques ont eu un effet glaçant sur la vie politique et l'espace civique, complète Johan Henry dans le texte. HRW s'inquiète également du sort de cette militaire arrêtée mi-mai, accusée d'avoir fomenté un coup d'État. Bamako n'a fourni aucune information sur l'état de santé des hommes ni sur le lieu où ils se trouvent, ajoute l'ONG évoquant des disparitions forcées. Le 6 août, poursuit HRW, Bamako a répondu par écrit à l'ONG en réaffirmant leur engagement pour les droits humains mais en ne faisant aucune mention des conclusions du communiqué. Les militaires au pouvoir au Mali arguent d'une souveraineté retrouvée et d'une volonté de refonder l'État malien. Mais parvenir à une société démocratique, rappelle HRW, implique de garantir le respect des droits humains et des libertés fondamentales. Dans les rangs du PASJ, les rapports à la transition varient apparemment selon les tribulations de la scène publique. En atteste une récente réunion du comité exécutif au cours de laquelle la question est revenue avec la même ardeur que du temps où le parti de l'abeille devait se situer par rapport à sa participation aux Assises nationales de la refondation. Nos sources précisent qu'une levée de boucliers inédite a notamment opposé deux tendances au cours de cette réunion, qui a remis au goût du jour la brûlante question du soutien sans condition du PASJ aux autorités de la transition. Les uns estiment que l'allégeance des ruchers tient d'une démarche politique stratégique dictée par les intérêts électoraux du parti, alors que d'autres jugent le cheminement avec les pouvoirs infructueux depuis que la ruche s'y est résolue. Leurs arguments reposent en outre sur le choix des autorités de maintenir à la primature un chef du gouvernement hostile à leur parti et qui ne s'en cache d'ailleurs pas. Ils réclament par conséquent que les autorités de la transition s'illustrent par des gestes qui donnent au PASJ des raisons de continuer à les soutenir. Les discussions étaient si houleuses et violentes que les tenants du soutien ont dû recourir à d'autres arguments peu connus de la plupart des militants, la participation financière de Koulouba à la tenue des dernières assises de l'ADEMA. Les adjudants-chefs à l'honneur dans les sous-préfectures. Si le redéploiement de l'administration n'est pas visible par sa présence effective dans les différentes contrées, elle est en revanche perceptible sur le papier, à travers les mesures de nomination aux hautes fonctions dans les démembrements de l'État. Sauf que les postes en question ont l'air d'être la chasse gardée exclusive des porteurs d'uniformes, qui raflent littéralement les responsabilités de sous-préfets. Dans la foulée d'un processus électoral activement enclenché avec le vote de la loi électorale et les concertations entre le MACL et les partis politiques. C'est à adjudant-chef qu'il revient pour la plupart de coordonner l'organisation des échéances à l'échelle des arrondissements. Si la nouvelle donne ne fait pas jaser, elle intrigue plus d'un et les interrogations fusent quant au recours massif aux militaires pour conduire le processus électoral. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Shogel Kokala-Mega a reçu, ce lundi 1er août 2022, une délégation de l'association Tabital Pulaku, à sa demande, conduite par son président, l'ancien ministre M. Abou Sow. La rencontre, seconde du genre, avait pour but d'attirer l'attention des plus hautes autorités sur l'amalgame et la stigmatisation dont leur communauté est victime. Abou Sow a, au nom des membres de l'association Tabital Pulaku, condamné les récentes attaques perpétrées contre les forces armées maliennes, FAMA. Il a présenté les condoléances aux familles de toutes les victimes civiles et militaires et réitéré toute la solidarité de la communauté Peul à l'ensemble de la nation endeuillée par ces attaques barbares. L'État doit poursuivre les efforts qu'il est en train de mener afin de mettre les FAMA à l'abri d'attaques similaires, a-t-il ajouté. Abou Sow a rappelé l'attachement de la communauté Peul à l'unité nationale, à la cohésion sociale, au vivre ensemble, à la paix et aux valeurs de la République, notamment la laïcité. Il a, en outre, fait part de l'engagement et de la disponibilité de sa communauté à contribuer à la recherche de solutions pour sortir de la crise que le pays traverse. Toutefois, le président de l'association a également fait part au chef du gouvernement des sérieuses et réelles craintes d'amalgame et de confusion, sciemment entretenues par une minorité entre la communauté Peul et les terroristes. Il a ensuite appelé à la vigilance des plus hautes autorités quant à l'impératif de faire cette distinction avant de procéder à l'interpellation d'innocents citoyens. À l'entame de ses propos, le chef du gouvernement a affirmé que c'est un devoir pour le gouvernement de recevoir les membres de l'association Tabital Pulaku, en ce moment précis où des membres de la communauté Peul traversent des difficultés et subissent une stigmatisation. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a réaffirmé avec force que tous les Peuls ne sont pas des djihadistes et tous les djihadistes ne sont pas Peuls. Votre communauté vit le même martyre que les autres communautés ont vécu ou vivent. Votre message est pris avec le plus grand sérieux. L'État sera à vos côtés contre l'amalgame et la stigmatisation, avant de promettre que leurs préoccupations seront transmises à qui de droit, c'est-à-dire au président de la transition. Rappelons que l'association Tabital Pulaku avait été reçue en audience le 6 avril dernier par le Premier ministre, chef du gouvernement suite aux événements de Moura. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.